Merci beaucoup, Monsieur le Recteur, pour ces mots forts, pour votre confiance et votre soutien précieux dans la construction de cette école que vous souhaitez voir résolument ouverte et riche notamment de partenariats. À ce titre, l'un de nos partenaires incontournables en matière de formation est bien l'IH2EF, notamment pour concevoir et organiser la formation des cadres dans notre institution. Et nous avons, comme nous le disions tout à l'heure, l'honneur d'accueillir son directeur, M. Charles Torossian. Nous le remercions vivement. L'EAFC collabore vraiment étroitement avec l'IH2EF au quotidien, dans le cadre de la formation initiale, continuée et continue des cadres, mais aussi la formation de formateurs, fer de lance essentiel pour mener des actions de formation qualitatives et faire monter tous les personnels en compétences. Monsieur le directeur, cher monsieur Torossian, je vous invite à présent à prendre la parole sur ces sujets. Alors, en tous les cas, j'étais ravi d'être invité à cette ouverture de l'école académique et je voulais peut-être justifier ma présence de manière assez concrète. Pourquoi l'IH2EF doit et peut ou a des relations avec les écoles académiques? Tout simplement parce que nous sommes non seulement dans le même bateau, mais surtout nous travaillons en mode projet sur un sujet important qui est le segment cadre. Alors peut-être quelques petits mots de difficulté, puisque vous me connaissez, avec Olivier, on est quand même des chercheurs universitaires, donc on aime bien le devoir de vérité. L'encadrement, c'est un tout petit bout dans un immense océan qui est l'éducation nationale. Et aujourd'hui, en termes de volumétrie, c'est 20 000 cadres par rapport, en gros, à 800 000 enseignants. Donc, évidemment, il y a un rapport de force qui n'est pas à l'avantage des cadres. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça pose une petite difficulté conceptuelle sur les mises en œuvre en termes, disons, d'énergie, évidemment, puisque évidemment, la première direction, c'est en direction des enseignants. C'est eux qui sont directement en contact avec les élèves. Et on sait qu'un bon système éducatif se fonde d'abord par, évidemment, un bon recrutement, mais une bonne formation des enseignants. Ça, toute la recherche internationale le dit. Alors, vous savez, quand on a 800 000 enseignants, il ne faut pas être un petit peu naïf. On n'a pas 800 000 enseignants excellents ou 900 000 enseignants excellents. Et ça, je dis souvent, je viens de le dire d'ailleurs aux inspecteurs hier soir que je recevais, aux inspecteurs premier et second degré, c'est grave, mais ça se soigne d'une certaine manière grâce à la formation continue. Et d'une certaine manière, je disais à nos inspecteurs stagiaires, soyez bienveillants, pensez que le temps long, l'éducation c'est le temps long, et donc aussi ça veut dire qu'en direction des enseignants, il faut prendre son temps pour la formation. On rêverait tous d'avoir des enseignants qui arrivent hyper bien formés le premier jour. On sait qu'il faut 5 ans pour faire un bon enseignant. Il va falloir l'accompagner tout le long de sa carrière. Et ça, c'est un sujet très important pour nos inspecteurs et nos chefs d'établissement. Que dit la recherche sur les systèmes éducatifs? Elle dit aussi qu'un bon système éducatif, c'est un système qui est bien gouverné à tous les étages. Et notamment, cet étage crucial dans les 10 ans qui viennent, qui va être, j'allais dire, la cellule éducative, qui ne sera plus la classe, mais qui sera l'établissement scolaire ou la circonscription, ou, j'allais dire, le réseau d'écoles. Nous sommes, et je l'ai écrit dans le projet stratégique 2022-2027 de l'IH2EF, nous sommes dans une mutation systémique et profonde de notre système éducatif qui est en train de glisser d'une relation élève-professeur dans la classe vers une relation élève-établissement dans un territoire. Et c'est là où tout le rôle des cadres va être important. Lorsque le président de la République, le 25 août, parlait, disons, de cette dynamique bottom-up, dans mise en place dans le cadre du CNR, mais j'allais dire sur l'accompagnement et l'émergence des sujets, eh bien, il se réfère en fait à l'ex-article 34 du Code de l'éducation, qui s'appelle 314.2 aujourd'hui, et qui est l'article de l'innovation pédagogique.
les rapports successifs de l'inspection générale ont montré que la mise en œuvre de cet article était très difficile. Et s'il reposait sur uniquement les enseignants, eh bien, il ne pouvait pas se déployer. C'est un petit peu les limites des expérimentations autour de la main à la pâte, par exemple, à l'école primaire. Et c'est là où l'encadrement va jouer un rôle majeur dans le succès de ces projets d'établissement, etc. Donc la question de la gouvernance va être au cœur des politiques publiques dans les 10 ans qui viennent. Et je fais le pari qu'en 2030, la cellule éducative sera bien l'établissement scolaire, l'école, la circonscription. Et c'est là où l'encadrement joue son rôle. Et c'est le discours que nous portons en direction, évidemment, des futurs cadres que nous formons. Alors, c'est là où on voit qu'on va, dans les 3 minutes qui viennent, 2-3 mots clés sur l'articulation entre l'IHESEF et les écoles académiques, et quels sont les enjeux vraiment très importants que j'ai pris le temps pour expliquer un petit peu le sens des enjeux qui sont devant les cadres, et voir un petit peu les problèmes ou les défis qui nous attendent. D'abord, moins 35% d'attractivité sur les métiers d'attaché. On ne fait pas le plein sur les concours d'inspecteurs. Donc, il y a un vrai sujet RH de attractivité des carrières de l'encadrement. Et ça, il va falloir travailler ensemble, vous, académie, école académique de la formation continue, pour penser le parcours du professeur ou de l'agent vers les métiers d'encadrement. Donc ça, c'est quelque chose un petit peu en amont, d'une certaine manière, de notre dialogue. Et pour nous, il est important, évidemment, que nous puissions travailler ensemble. C'est pour ça que le 24 et 25 novembre prochain, nous organisons à l'IHESEF, et j'ai envoyé un petit courrier à tous les recteurs très récemment, les premières journées portes ouvertes de l'encadrement, ici, dans le cadre des 25 ans de l'Institut. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le vivier. Deuxième sujet, c'est évidemment la formation initiale, toujours très important. Cette formation initiale, elle est par essence articulée entre le niveau national et le niveau académique. Je le rappelle, une centaine d'heures de formation en présentiel à l'IHESEF, avec une trentaine d'heures en distanciel, sans compter évidemment les comités d'apprentissage. 54 heures dans les académies, menées sous l'égide des DAF, au sein des écoles académiques de la formation continue. Et puis ce stage à l'étranger ou en entreprise ou en administration, sans compter évidemment la présence sur le terrain, puisque la formation de cadre, c'est une formation par apprentissage. Et là, nous devons renforcer, vous et moi, cette question de l'articulation dans la formation initiale. Je crois que c'est très important, notamment pour prendre en compte les compétences, des jeunes cadres. Et donc là, les textes le disent, hein, le recteur est le point d'entrée dans l'adaptation de la formation initiale. Et moi, j'appelle de mes voeux, évidemment, ce dialogue beaucoup plus resserré. C'est ce que nous avons commencé avec depuis 2 ans, avec les DAF, avec des rendez-vous réguliers pour faire le point sur l'articulation entre académie et nationale. Et j'appelle de mes voeux un renforcement de ce dialogue en direction d'une personnalisation beaucoup plus renforcée de la formation initiale, tant en académie qu'au niveau national. Donc ça, c'est un enjeu qui est écrit noir sur blanc dans notre projet stratégique. Mieux personnaliser l'entrée dans le métier d'encadrement, mieux prendre en compte les compétences passées, mieux accompagner des compétences à développer dans les 5 ans qui viennent, j'allais dire, la prise de fonction de l'encadrement. C'est tout l'enjeu de la formation continuée que nous devons faire ensemble. Le deuxième sujet majeur, c'est la formation continue de long terme, avec quelque chose qui, évidemment, compte tenu de l'articulation et de la volumétrie, l'IHESEF ne peut pas s'occuper seul de la formation continue des cadres, même si ces cadres restent en gestion nationale, et la direction de l'encadrement et la secrétaire générale tiennent à cette dimension nationale, puisqu'elle permet l'ouverture interministérielle, encore qu'on puisse discuter du modèle. Mais en tous les cas, la formation continue, elle est nécessairement partagée, j'allais dire, selon la loi de Pareto, 20% pour l'IHESEF, 80% pour l'académie. Et c'est cette articulation qu'on doit construire. L'IHESEF, dans la formation continue, qu'est-ce que c'est ?
eh bien, c'est le rôle d'un incubateur national. On peut prendre des risques, on peut asseoir nos formations sur la recherche, on peut on peut investir. Nous travaillons avec l'Université de Poitiers notamment sur un grand projet autour du pilotage par la donnée, avec 5 thèses programmées. Donc évidemment, ça va se faire au niveau national, mais il faut l'articuler par essence avec les académies. Le bon exemple, me semble-t-il, c'est le grand plan d'accompagnement managérial que nous avons lancé avec 3-4 académies expérimentatrices et qui sera déployé à 100% à partir de 2023 sur l'ensemble du territoire. Mais le volet 1, qui est un volet distanciel, est déjà ouvert sur magistère à l'ensemble des cadres. Et j'ai écrit au recteur pour leur annoncer qu'il y aura une campagne de publicité. D'autres exemples, c'est le travail que nous menons avec le Conseil d'évaluation d'école sur la formation des formateurs académiques pour s'engager dans la politique d'évaluation des établissements. Le développement du parcours professionnel, l'égalité filles-garçons, par exemple, avec le volet international Erasmus. Donc ça, ce sont des nouveaux modèles que nous mettons en place. Nous avons eu l'accréditation Erasmus qui nous permet effectivement de renforcer la dimension internationale. Donc tout ça, c'est pourquoi faire sur le long terme? Et bien évidemment, c'est pour pouvoir accompagner nos cadres et nos agents en général en termes de développement professionnel. Et je terminerai par ce mot, le développement professionnel, c'est quelque chose de long terme. Sur le long terme, c'est très attendu de nos cadres. D'une façon philosophique, les carrières sont très longues. Les enseignants, les cadres, etc. Et donc sur le long terme, il faut penser les trajectoires, d'où évidemment les cellules RH de proximité, tout ce travail d'accompagnement. Je crois qu'à tous les étages de notre système éducatif, on doit être plus attentif sur la prise en compte des compétences, le désir des agents, évidemment, et pouvoir offrir soit une offre de formation sur étagère, soit construire ensemble une offre adaptée aux besoins spécifiques. Et vous pouvez compter, j'allais dire, sur l'IHESEF pour vous accompagner, pour dialoguer sur le montage, par exemple, de formations spécifiques. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec nos territoires d'outre-mer, lorsqu'il y a un besoin d'accompagnement spécifique. Je crois qu'on a un bel outil national et j'allais dire que les écoles académiques sont, outre, disons, le miroir de ce que c'est l'IHESEF, à savoir une école dynamique qui embarque évidemment des compétences en termes d'engineering, assise sur la recherche, assise ouverte sur l'université, mais surtout en relation avec le terrain et le besoin des établissements et des agents. Voilà, j'ai été déjà un peu trop long, je pourrais parler pendant 3 heures sur ce sujet, mais je ne voudrais pas retarder cette belle cérémonie d'ouverture dans cette salle. Merci Olivier de m'avoir donné l'occasion et de dire 2-3 mots sur l'IHESEF. Je vous encourage à lire le projet stratégique 2022-2027 qui place les écoles académiques de la formation continue comme le partenaire privilégié de l'IHESEF pour les 5 ans qui viennent. Bravo à tous et à toutes pour cette magnifique cérémonie d'ouverture.